Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à votre émission Grand Dialogue consacrée au candidat à l'élection présidentielle malienne du 29 juillet 2018. Ce soir, notre invité n'est pas le candidat lui-même mais son représentant. Il s'agit de Thiemblé Dramé qui représente le candidat Soumaïla Cissé. Avec lui, on parlera entre autres de son projet de société, de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale et sa vision pour les Mali émergents. Avec moi pour mener ce débat, Mohamedou Touré et moi-même, Kolsian Garso. Le grand dialogue. Monsieur Thiemblé Dramé, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, c'est un Je plaisir. le disais tout à l'heure, vous n'êtes pas le candidat vous-même, mais vous représentez le candidat Soumaïla Cissé. Exact. À quelques 6 jours du premier tour de la présidentielle, quel est l'état d'esprit de votre candidat? Je voudrais saluer vos auditeurs et éventuellement vos téléspectateurs, s'il y en a, ou ceux qui sont sur Facebook. Il y en a. Très bien, les saluer au nom du candidat Soumaïla Cissé, qui n'est pas à Bamako aujourd'hui, ce qui explique son absence au studio. Il est rentré de Caille hier soir et ce matin, il est parti pour la région de Tombouctou. Niafunké, ainsi de suite, Tonka, Gondam, Diré et Tombouctou. Et où il va passer la nuit ce soir, s'il plaît à Dieu. Et demain, il commence une autre étape, 2 nouvelles régions, Gao et la région de Kidal. L'état d'esprit jusqu'ici, ce que la campagne nous a donné de remarquer, c'est qu'il y a une forte aspiration au changement, un désir profond d'alternance dans le pays. Et Soumaïla Cissé, au regard des milliers de Maliens qui se déplacent chaque fois qu'il entre dans une ville du Mali, dans un village du Mali, au regard des dizaines de milliers de Maliens qui se mobilisent, donne l'impression d'incarner cette aspiration de notre peuple à tourner la page Ibeka, à tourner la page de ces 5 années qui ont fait tant mal à notre pays. Vous imaginez quand vous rencontrez autant de ferveur, autant d'adhésion, dans toutes les régions du Mali, à l'ouest hier, il y a quelques jours au centre, avant au sud, on ne peut qu'avoir qu'un état d'esprit, je viens à votre question, un état d'esprit conquérant, un état d'esprit d'un homme qui y est aujourd'hui dans le rendez-vous avec le peuple malien. Un rendez-vous important parce que l'élection présidentielle cette année ne ressemble à aucune autre au regard du désastre que laisse le régime sortant, partant, au regard du gâchis que représente le bilan du président partant. D'accord, M. Dramé, mais vous ne dites pas qu'au regard de ce que vous avez constaté sur le terrain, que vous êtes sûr de pouvoir gagner ces élections, par exemple, mais vous dites que ça donne l'impression. Est-ce que votre candidat et toute son équipe est sûr de pouvoir remporter ces élections? Écoutez, franchement, j'espère que vos équipes suivent cette campagne électorale et que vous suivez le candidat, que vous suivez le candidat sur place ici. Que vous suivez le candidat Soumaïla Cissé. Et si vous suivez le candidat Soumaïla Cissé, quand vous voyez comment la mobilisation, M. Dramé, vous êtes là pour les auditeurs de Studio Tamani, pas pour nous. Donc parlez pour eux. Ah d'accord, c'est vous qui me posez des questions. C'est la raison pour laquelle je dis que si vous avez des équipes qui suivent le candidat Soumaïla Cissé, quand vous observez la mobilisation populaire, la ferveur, l'immense espérance suscitée dans le pays, vous ne pouvez pas avoir de doute que le prochain président de la République du Mali, c'est Soumaïla Cissé. D'accord, pourtant, vous avez l'impression de ne pas être sûr, parce qu'il y a une marche qui a été organisée pour dire que vous n'êtes pas sûr qu'il va y avoir des élections transparentes. Vous avez dénoncé il y a quelques jours un problème concernant le fichier électoral. Ça veut dire que vous n'êtes pas sûr concrètement de ce qui va se passer. Non, au contraire. Nous voulons lever toutes les entraves à l'expression du suffrage de notre peuple. Nous ne voulons pas que la volonté du peuple souverain du Mali soit détournée, soit prise. Mais le gouvernement en place, le président partant,
C'est eux qui multiplient les manœuvres. La preuve, vous savez, quand nous avions décidé de manifester le 2 juin, marche qui a été réprimée avec la barbarie et la sauvagerie que vous connaissez. Nous ne savions pas qu'ils étaient en train de concocter un plan d'une immense fraude informatique que, grâce à Dieu, nous avons découverte et expliquée vendredi dernier. Nous nous battons tous les jours pour que la volonté du peuple soit exprimée clairement, sans équivoque. Que les petites mains qui, dans l'ombre, concoctent des plans pour voler, pour tricher, pour dérouter, pour prendre en otage la volonté du peuple, nous nous battons chaque jour pour que ces plans échouent. Et comme Dieu est avec le candidat Soumaïla Cissé, Dieu est avec le peuple malien surtout, c'est ça qui est plus important. Dieu sait que le peuple malien souffre. Dieu sait que le peuple malien a souffert pendant les 5 dernières années. Dieu sait où ce régime conduit par Ibrahim Boubacar Keïta a conduit notre peuple, notre pays au bord du précipice. Alors, Dieu nous aide pour que les plans qui sont concoctés dans l'ombre soient mis en échec, soient dévoilés. Donc, quand nous marchions le 2 juin, nous savions... Revenons à cette situation. Ce n'est pas la première fois que Soumaïla Cissé se présente comme candidat à l'élection. Mais cette fois-ci, vous semblez être sûr que Soumaïla Cissé va remporter ces élections. Alors, c'est quoi la différence entre ces précédentes candidatures et celle-ci? D'abord, le bilan du président partant. Ah, donc c'est parce que le président sortant a échoué qu'Ibeka va être partant. Pourquoi? Le président partant. Non, il est sur le départ sortant. Donc aujourd'hui, c'est parce que le bilan d'Ibeka, selon vous, n'a pas marché que Soumaïla Cissé va remporter les élections. S'il vous plaît, vous me posez une question, vous me laissez élaborer. Il y a des éléments constitutifs de cette situation. Allez-y. L'immense gâchis qu'a été le mandat d'Ibeka est le principal atout de tous ceux qui œuvrent pour l'alternance. Donc, de Soumaïla Cissé. Mais ce n'est pas forcément le contenu de son projet de société. J'arrive, s'il vous plaît. Allez-y. L'état dans lequel le pays se trouve. Je vous ai dit, l'élection de cette année ne ressemble à aucune autre. Parce que notre pays est dans une situation catastrophique. Quand Ibeka venait au pouvoir, il est allé battre campagne à Kidal. Il y a trouvé un gouverneur, des préfets, sur la base d'un accord de paix, celui de Ouagadougou, grâce auquel l'élection présidentielle a eu lieu. Aujourd'hui, il n'y a pas de préfet dans la région. Il y a des préfets sur le papier, il y a un gouverneur sur le papier. L'insécurité qui était confinée dans la région de Kidal s'est étendue à tout le nord. Ce qui se passe dans la région de Ménaka, votre station en rend compte de cela chaque jour. Les sauvageries, les massacres des populations civiles, de vieillards, de jeunes, de femmes. Dans la région de Ménaka, s'il vous plaît. Monsieur Dramé, Soumaïla Cissé également n'est pas n'importe qui dans ce pays. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour que cette situation ne se dégrade pas? S'il vous plaît, à 5 km de Tombouctou, il n'y a plus de Mali, grâce à Ibeka. 5 km de Tombouctou, c'est le royaume d'Acmé. Qu'est-ce que Soumaïla Cissé a fait? Je ne vous parle pas de la région du centre. Qu'est-ce que Soumaïla Cissé a fait? Du centre. Écoutez, Soumaïla Cissé, ces 5 dernières années, a été le leader de l'opposition. Et vous savez combien l'opposition s'est comportée ces 5 dernières années pour faire face par une dénonciation systématique et en règle, par des manifestations, par des propositions. Par des propositions de solutions qui ont été formulées, des dénonciations, mais quelle action? Écoutez, une opposition n'est pas aux commandes. C'est ceux qui sont au pouvoir qui ont en main la destinée du pays. Ce que nous pouvions faire, nous l'avons fait. Nous avons écrit, nous avons fait des propositions, nous avons critiqué, nous avons manifesté conformément à la Constitution, conformément à la démocratie. Nous avons accompli notre rôle d'opposant dès le premier jour. Nous ne sommes pas des opposants de la dernière minute. Dès le premier jour, nous avions perçu, comme les Maliens le disent, quand la nuit va être agréable, on le sent, on le pressent depuis le crépuscule. Donc, dès les premières heures du régime d'Ibeka, nous avons senti qu'il n'y avait ni vision, ni plan, qu'il n'y avait même pas de générosité pour tirer le pays du gouffre. Et 5 années après, le bilan est là. Donc, l'état du pays, le fait que le sang coule chaque jour au centre, même hier, un jeune Malien est tombé dans le cercle de Kemassina, un officier. Hier tout près. Je ne vous parle pas des 20 morts du cercle de Ménaka.
du cercle de Ménaka. On a vu ces 5 dernières années que l'URD, l'opposition malienne, était de tous les combats de la rue, les manifestations, les marches. Vous donnez l'impression, est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous jouez là votre dernière carte électorale? Ah non, pas du tout. Nous avons été de tous les combats, mais pas seulement de la rue. Ce n'est pas la première fois que Soumaïla Cissé est candidat à l'élection présidentielle, mais sa détermination sous le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, est-ce qu'il n'est pas en train de jouer sa dernière carte? Nous n'avons pas été de tous les combats de la rue. Nous avons été de tous les combats de la démocratie, de tous les combats pour le Mali, par nos propositions, ignorées par le régime d'Ibeka lui-même, ignorées par eux. Donc, nous avons été de tous les combats pour notre pays. Soumaïla Cissé a été de tous les combats pour notre pays. Pourquoi joue-t-il sa dernière carte? L'élection présidentielle est un moment important de la vie démocratique d'un pays. Il n'est pas sa première élection présidentielle. Il a tiré les enseignements de ses échecs précédents, y compris du comportement de gentleman qu'il a eu il y a 5 ans. Il ne s'est pas contenté de faire un communiqué pour féliciter le gagnant. Il ne s'est pas contenté de décrocher son téléphone pour l'appeler. Il s'est déplacé avec sa famille pour aller lui dire félicitations. Nous espérons que Ibeka n'oubliera pas ce comportement de gentleman et qu'au soir du 30 juillet, c'est-à-dire au lendemain du premier tour, qu'il aura le même comportement, à savoir de gentleman qui se déplacera pour se rendre dans la résidence de Soumaïla Cissé pour le féliciter. Vous parlez avec une telle détermination, c'est comme si vous lisez dans une boule de cristal. Comment êtes-vous sûr qu'au lendemain du 29 juillet, Soumaïla Cissé serait le président du Mali? Vous ne voyez pas les stades vides ou à moitié vides quand le président partant se déplace voir un candidat? Vous n'avez pas vu ça à Sikasso? Vous n'avez pas vu ça à Mopti? Vous n'avez pas vu ça à Kaï l'autre jour? Samedi, au meeting organisé par le Premier ministre pour soutenir son candidat de président. Vous avez vu qu'au moment où le président a commencé à prendre la parole, la salle s'est vidée et que les organisateurs atterrés ont voulu retenir les gens sortants. Le président lui-même a dit « laissez-les, c'est des perturbateurs ». Mais vous ne voyez pas que le peuple malien lâche le président partant? Mais est-ce que tous ceux qui viennent à vos meetings sont vraiment vos électeurs? Écoutez, ils ne viennent pas pour écouter eux aussi? Je pense que nous devons d'avoir de l'humilité et de la modestie. Nous sommes conscients que tous ceux qui se déplacent, à la limite, ne viennent même pas pour les beaux yeux de Soumaïla Cissé. Ils viennent parce qu'ils veulent l'alternance et le changement. Ils voient que le pays est dans une passe difficile, que le pays est au bord de l'effondrement. Ils viennent pour exprimer leur désir de changement. Ils viennent parce qu'à leurs yeux, Soumaïla Cissé incarne celui qui peut réaliser cette alternance. Vous avez assez critiqué le bilan d'Ibrahim Boubacar Keïta. En vous entendant parler, on a l'impression que vous êtes en train de dire merci Ibrahim Boubacar Keïta d'avoir, entre guillemets, échoué. Alors parlons maintenant de Soumaïla Cissé. Quels sont les grands axes du projet de société de Soumaïla Cissé? D'abord, son projet pour le Mali, parce qu'il s'agit de cela, d'un projet pour le Mali, se résume en une phrase: c'est réparer un pays abîmé par 5 années de gestion et de gouvernance catastrophique. Réparer. Vous voyez ce que c'est que réparer un pays? Alors c'est réparer un pays abîmé. C'est ça, son programme se résume à ça. Dans tous les domaines, que ce soit dans celui de l'exercice de la souveraineté nationale sur l'ensemble du territoire, de la restauration de l'autorité de l'État, par la mise en condition de nos FAMA, nos forces armées et de sécurité, ceux grâce auxquels nous pouvons encore dormir même d'un œil, qui passent la nuit éveillés pour notre sécurité, pour notre liberté. Comment les mettre dans les conditions pour qu'ils puissent faire face? Vous savez, la première des choses, cher monsieur, c'est rendre sacré, et il le dit dans son programme, les ressources destinées aux FAMA, qu'il n'y ait pas d'évaporation, que l'argent destiné aux FAMA ne soit pas détourné à tour de bras comme on l'a vu pendant ces 5 dernières années. Veiller, faire en sorte que nos forces soient mises dans les conditions, qu'il y ait une véritable refondation de notre outil de défense, mais aussi de renseignement, parce que c'est important par les temps qui courent. Il fait des propositions précises. Il ne dit pas « je mets 1230 milliards en 5 ans », comme le président partant l'a fait par la loi de programmation militaire. Il dit « je mets 994 milliards ». Mais ce serait 994 milliards qui vont être gérés en bon père de famille pour que nos FAMA, tous nos FAMA, forces armées de sécurité, gardes, police,
sécurité de l'État, l'intelligence, soit renouvelée, remobilisée, en donnant l'exemple. Il va faire en sorte, il a dit, que ceux qui meurent pour le pays, il y ait un hommage mérité qui leur soit rendu, qu'ils ne soient pas enterrés à la sauvette. Avant qu'ils ne meurent, qu'est-ce qu'il va faire pour qu'ils ne soient pas morts, pour que la population puisse être sécurisée? Mais justement, c'est ce que je vous dis, c'est les mettre dans les conditions, que les ressources à eux destinées leur parviennent effectivement. Qu'on n'achète pas un super Puma en espèces, par exemple, comme c'est arrivé dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de programme. Un hélicoptère entier payé en espèces. Qu'on n'achète pas un autre hélicoptère. Oui, ça c'est ce que, qui reste cloué au sol. C'est ce que les précédents ou l'actuel président aurait fait et que vous êtes en train de dénoncer. Mais qu'est-ce que Soumaïla Cissé va faire concrètement? Je vous dis, nous allons faire le contraire de ce que le président partant a fait en matière... Il s'agit de quoi? Le contraire, c'est un peu vague, M. Dramé. Mais assurer une gouvernance vertueuse des ressources publiques, de façon générale. Traduisez pour le citoyen lambda. En particulier, mais lutter avec détermination contre les détournements des ressources publiques, contre les détournements de l'argent public. Vous savez, il y a quelques semaines, nous avions dit que le Mali a commandé 6 Super Tucano et que c'est 4 qui vont arriver. Et c'est 4 qui sont arrivés. Où est parti l'argent des 2 Super Tucano? Aujourd'hui encore, on n'a pas de réponse sérieuse. Donc, la lutte contre la corruption, y compris dans ce domaine sensible, c'est important. Procéder au renouvellement nécessaire de nos forces, instaurer une politique de telle manière que nos spécialistes ont appelé ça la règle des tiers. Pendant que vous avez un tiers des hommes en activité sur le front, vous avez un tiers qui apporte le soutien, le backup nécessaire, pendant qu'un autre tiers se repose et prêt à... D'accord, vous avez parlé de la sécurité, on peut parler également de la lutte contre la corruption. Quels sont les autres axes prioritaires du projet de société de Soumaïla Cissé? La première, c'est que le président s'engage à déclarer ses biens conformément à la Constitution dès le jour de la prestation des serments. Ça n'a pas été le cas il y a 5 ans. Vous le savez très bien. Mais ça a été le cas plusieurs fois avant. Donc, il n'y a pas eu de déclaration publique solennelle des biens du président depuis 5 ans. Alors, comme dit la Constitution, donc il y a eu violation de la Constitution à chaque étape poursuivez, vous avez cité ça, les autres axes. Deuxièmement, il s'engage, et c'est extrêmement important, à tenir sa famille à l'écart de la gestion des affaires publiques. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, ça? Tenir la famille à l'écart, ça vous rappelle rien? Vous semblez revenir dans les critiques du bilan précédent. Attendez, on vous fait des propositions positives. Il dit, aucun de mes enfants, aucun de mes neveux... Oui, vous avez parlé de la famille, les autres axes prioritaires. De la lutte contre la corruption, vous avez dit. Mais vous l'avez dit, je ne l'ai pas dit. C'est l'assainissement. Poursuivez. Il s'est engagé à assainir les finances publiques, à réduire le train de vie de l'État, à réduire le nombre de V8, de VX, de VV, etc. Il va empêcher les populations de payer leur V8? Ah non, pas du tout. Mais l'État, je vous parle du train de vie de l'État. D'accord. Quand un privé comme vous, si vous voulez acheter votre V8, votre VX, mais ça, ce n'est pas l'État. Ce n'est pas le train de vie de l'État. Okay. Mais qu'un État d'un pays pauvre comme le Mali, qui a des priorités brûlantes partout ailleurs, se mette à équiper le parc automobile de l'État, pas en véhicule accessible, mais des véhicules qui coûtent 60, il paraît que ça coûte 80 millions, etc. Donc, il s'agit de cela. Réduire le train de vie de l'État. Vous avez l'air de minimiser. Mais moi, je vais vous dire une chose. Vous avez expliqué cela. Les auditeurs veulent entendre les autres axes prioritaires du projet. Je vais vous dire justement, c'est peut-être rien pour vous. Il a fait un certain nombre d'annonces ces derniers jours qui sont extrêmement importantes. Et c'est pourquoi vous allez comprendre l'importance de réduire le train de vie de l'État et de lutter contre la corruption. Il a dit, je supprime la vignette automobile pour les motos, les mobilettes, pour la vignette pour les motos et les katakatani. Il a dit plus loin, je supprime... Pourquoi veut-il supprimer les vignettes? Mais parce que c'est un poids pour tous ceux qui sont en mobilette, tous ceux qui sont en moto,
tous ceux qui sont dans les véhicules à 3 roues, dans les katakatani. Mais ça coûte cher, ça coûte de l'argent, cher monsieur. Avouez que ça coûte de l'argent. Pour vous, ce n'est pas important. Président des pauvres. C'est le président, c'est ce qu'il a dit, et pas seulement ça. Il est en effet le président des pauvres. Il a dit, je supprime la TDRL. Cet impôt que vous ne payez pas à Bamako, vous ne vous en rendez pas compte, mais dans les villages, au milieu rural. Mais c'est un poids réel. Vous savez qu'il y a une situation quasi-insurrectionnelle à Yelimane depuis des années, avec Yelimane Dagakane. C'est lié, cette ébullition est liée au paiement de la TDRL et des taxes de ce genre. Il a dit, je supprime. Mieux, il a dit quelque chose d'autre plus important à Kaï hier. Je supprime la taxe sur le bétail. D'accord, il supprime tout ça, mais est-ce que ce n'est pas un manque à gagner pour l'État? Mais justement, il va remplacer donc ça par quoi? C'est là où c'est important d'avoir une gouvernance vertueuse. C'est là où c'est important de préserver le bien public. C'est là où c'est important de réduire le train de vie de l'État. Par la seule réduction du train de vie de l'État, il permet au peuple, aux pauvres, de respirer. Il soulage la misère des pauvres. Vous croyez à Bamako ici que ça c'est une petite affaire. Laissez la population de Bamako. Vous parlez aux Maliens, M. Dramé. Je parle à vous qui me posez ces questions. Non, vous parlez aux Maliens. Qui minimisez. Ce n'est pas les Maliens qui me posent les questions. J'aimerais bien que nous revenions sur la mobilisation autour de votre candidat, Soumaïla Cissé. Beaucoup d'organisations de la société civile, beaucoup de partis politiques. Ibrahim Boubacar Keïta l'a fait en 2013. La suite, on la connaît, déception, corruption. Est-ce que vous ne courez pas ces mêmes risques? Et qu'est-ce que vous avez promis à tous ceux-là qui vous ont soutenu? Un gâteau? Absolument rien. Je veux vous dire, et vous avez raison de souligner cela. Il y a... Soumaïla Cissé... Parlons franchement, vous pensez qu'on vous soutient gratuitement, sans contrepartie? Parce qu'il incarne l'espérance, il incarne l'espoir, parce qu'il incarne l'alternance et le changement. Vous avez raison de le souligner. Il est devenu le lieu géométrique de soutien venant de toutes parts. D'abord, le soutien de la jeunesse malienne. Est-ce que vous avez remarqué que toutes les figures emblématiques du mouvement populaire de 2017 de Ante Abana sont regroupées autour de Soumaïla Cissé? Je peux vous citer des noms si vous les avez oubliés. Non, pas du tout, on les connaît. Bon, vous les connaissez? Vous vous souvenez d'un monsieur qui s'appelle Mohamed Youssouf Bakili Rajbat? Nous sommes là pour parler de Soumaïla Cissé, M. Tchéblin Dramé. Alors, parlez-nous de Khadija Fofana Diakité, vous vous souvenez d'Ibrahim Akesso, de Ladi Kaural. Mais je cite quelques noms. Et si nous allons maintenant vers Gimba National, Habib Dambélé, vous allez vers Salif Keita. Ces gens ont l'air d'être plus importants que le Malien lambda. Mais ce sont des Maliens lambda? Oui. Ce sont des Maliens lambda. Mais ceux qui sont là pour élire tout court. Monsieur Touré, ceux qui étaient hier au stade... Monsieur Dramé, parlons de Soumaïla Cissé qui est le candidat et que vous représentez. Votre candidat annonce de grands chantiers dans son projet de société. Vous en avez cité ici. Vous avez même parlé de plus de 994 milliards de francs CFA pour la sécurité. Alors, où est-ce que Soumaïla Cissé va trouver tout cet argent? Vous savez, en matière de gouvernance, ce qui est important, c'est mobiliser et remobiliser le peuple malien. C'est créer l'enthousiasme dans le pays. Une fois qu'il y a une gouvernance vertueuse, qu'il y a du sérieux au sommet de l'État, au cœur de l'État, que l'espoir renaît, que l'enthousiasme renaît, que le peuple est mobilisé, tout devient possible. Réduire les trains de vie de l'État, demander des sacrifices au pays. En ce moment-là, nous avons le respect du monde extérieur. D'accord. Nous avons le respect. Écoutez, je suis en train de vous parler justement de la gouvernance vertueuse que vous minimisez. Non, pas du tout. J'ai posé une question. Où est-ce que M. Soumaïla Cissé, candidat à l'élection présidentielle, que M. Tchéblin Dramé, que vous êtes représenté ici, va trouver l'argent pour financer tout son programme? Il le trouvera d'abord au Mali. Comment? Auprès des Maliens. Comment? Par une bonne gestion, par une gestion rigoureuse. Et vous connaissez, et vous le savez très bien, qu'il a fait ses preuves, il a une expérience d'un gestionnaire. C'est à vous d'expliquer. Comment est-ce qu'il va trouver l'argent concrètement? De vous expliquer. Vous voulez dire, vous voulez me dire, vous voulez m'amener à dire qu'il va le prendre dans votre poche? Il ne prendra pas dans votre poche. Il ne prendra pas dans votre poche. Il ne prendra pas dans la poche des Maliens. L'existant va être bien géré. La réduction du train de vie de l'État, les conditions de l'enthousiasme, les conditions de la remobilisation de notre peuple qui va recommencer à croire, n'est-ce pas, sont les conditions sine qua non
d'une assurance. D'accord, vous parlez de croissance économique. Qu'est-ce qu'il propose pour permettre une meilleure répartition de cette croissance économique? Bon, avant de la répartir, il faut d'abord la voir. Grosso modo, ces dernières années, comment est-ce qu'il va répartir cette croissance économique s'il arrivait à l'obtenir? Grosso modo, il y a eu ces dernières années à peu près 5% de croissance économique. Ce n'est pas suffisant. On ne voit pas l'impact sur les Maliens. On ne voit pas l'impact de ces 5% de croissance dans le panier de la ménagère ni dans la marmite de la maman qui prépare pour ses enfants. Parce que parallèlement, d'abord, ce n'est pas suffisant en lui tout seul. Ensuite, nous avons un croît démographique de 3,6% par an, qui fait que les effets de cette croissance sont totalement annihilés. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre les bouchées doubles, tendre vers une croissance à 2 chiffres. Mais progressivement, nous ne faisons pas de démagogie. Il ne s'agit pas de dire qu'au 1er janvier 2019, tout de suite, on va passer à 9%, puis à 10%. Mais le travail, on va valoriser le travail. Valoriser le mérite dans le pays, lutter contre le népotisme, créer les conditions où les Maliens vont commencer à croire en eux-mêmes, à croire en leur pays. C'est en cela, et c'est important, que notre secteur privé, qui va débarrasser des entraves qui le collent au sol, qui collent ses ailes au sol, que c'est le moteur de cette croissance, ce sont nos opérateurs économiques, ce sont nos hommes d'affaires, de l'intérieur comme de l'extérieur. Vous connaissez leurs valeurs, mais vous savez combien ils sont empêchés d'évoluer, d'avancer. Nous allons faire en sorte que les conditions soient créées pour que le business malien se déploie au Mali comme à l'extérieur du pays. Et aussi, ce faisant, nous allons avoir l'attention d'abord, ensuite la sympathie des investisseurs étrangers. Cela est important parce qu'ils ont un rôle à jouer. Mais ils ne peuvent pas venir dans un pays qui est sanctionné par le FMI et la Banque mondiale ou l'Union européenne parce que le président s'est caché pour aller acheter un avion, parce que le président a acheté des chaussures, des chaussettes à 30 000 francs CFA, etc., etc. Il sera mis fin à tout cela. Il y aura du sérieux au sommet de l'État. Une fois qu'il y a du sommet, la pintade, on dit, peut-être regarde la nuque que vous venez de dire tout de suite. Vous êtes en train de dire que votre candidat va faire de telle sorte que les banques et les entreprises puissent profiter des opportunités financières. C'est bien ça? Mais bien entendu. Comment cela va se faire? Les entreprises, le secteur privé. Comment ça va se faire? Le secteur privé occupe une place extrêmement importante. Créer les conditions pour qu'il y ait plus d'impôts. Cela ne veut pas dire qu'il faut augmenter l'impôt. C'est que nous avons un secteur informel qui est extrêmement, j'allais dire puissant, qui est quasiment incontrôlé. Et ça fait que c'est le secteur formel des entreprises sur lequel pèse le poids des impôts qui sont payés et sans lesquels le pays ne peut pas avancer. Nous allons faire en sorte. Il s'est engagé à cela. Il s'est entretenu avec le secteur privé malien, réuni il y a quelques jours. La rencontre était prévue pour 1 heure. Elle a duré plus de 2 heures. Tant les hommes d'affaires maliens, tant le privé malien ont trouvé en le candidat Soumaïla Cissé celui qu'il leur faut. Vous savez qu'il est le candidat. La rencontre a duré plus longtemps. Non, ce n'est pas cela. C'est l'intérêt que cela a suscité. Vous savez déjà que le collectif des marchés, qui regroupe des dizaines d'associations, ce collectif aussi a décidé de soutenir le candidat Soumaïla Cissé. Donc, quand tout à l'heure, j'étais en train d'énumérer les soutiens reçus par notre candidat, vous avez interrompu en disant, etc. Mais c'est le Malien lambda. C'est l'homme d'affaires, c'est le commerçant détaillant, c'est celui qui se bat chaque jour du lever du soleil au coucher du soleil et qui espère que le pays va lui reconnaître un jour le fruit de son labeur. C'est tout ceci qui se range derrière Soumaïla Cissé pour entrer dans un autre pays. À la question, comment est-ce qu'il va faire pour que les banques et les entreprises puissent profiter des opportunités financières? Comment concrètement, M. Dramé? Mais cher M. Touré, on dirait que vous ne m'entendez pas. Vous ne m'entendez pas. Expliquez bien pour que je puisse comprendre. Je vous ai dit, par exemple, que l'essentiel de l'impôt dans notre pays est payé par les entreprises du secteur formel. Il est évident que ça, c'est handicapant. Parce qu'il y a un secteur informel qui n'est pas dans le circuit et dont la participation à l'effort collectif n'est pas mesurée. Il faut faire des règles, créer les conditions pour que les choses se passent dans les règles. Que ceux qui produisent, ceux qui gagnent, participent à l'effort national. Et l'effort national, l'impôt, c'est l'effort national. Sans impôt, sans paiement d'impôt,
il est évident qu'aucun pays ne peut s'en sortir. Et si vous avez un pays où il n'y a que le quart des entreprises qui payent l'impôt et que le reste, c'est un tout petit peu dans le clair-obscur, vous conviendrez qu'une bonne partie de ceux qui peuvent contribuer à cela aussi crée la richesse. Libérer les énergies, comme il l'a annoncé hier. Que juste pour comprendre, vous êtes en train de dire que vous allez supprimer les vignettes. Vous êtes en train de dire que c'est le quart de la population malienne qui paye les impôts. Vous allez faire de telle sorte que tout le monde puisse payer leurs impôts. Monsieur Tchèblin Dramé, vous supprimez quelque chose, vous ajoutez quelque chose d'autre, et là, vous êtes en train de dire que vous êtes le candidat, votre candidat plutôt, Soumaïla Cissé, est le candidat des pauvres. Alors, expliquez concrètement, parce que... Allez demander à ceux qui ont des motos, allez demander aux chauffeurs de taxi, des Sotraman, ils vont payer des vignettes, mais ils vont payer des impôts. Allez demander au secteur, allez demander à ceux qui ont des katakatani, allez demander à ceux qui payent la taxe de développement local à l'intérieur du pays, allez demander aux éleveurs maliens, à tous ceux qui ont quelques têtes, qui payent la taxe sur le bétail. Si les mesures prévues par le candidat Soumaïla Cissé qu'ils vont payer les impôts, c'est ça? Et en fait, ce dont il s'agit, on est là en matière de quelques milliards. La taxe sur le bétail, mais ça ne vaut pas 10 milliards par an. C'est pourtant un réel problème pour le détenteur de 10 têtes de vaches, de veaux, etc. Ils sont obligés de payer l'impôt. D'accord, donc, ce que je veux dire simplement, présenter uniquement sur le volet économie dans cette émission. Dites-le à Mahamadou Touré. Dites-le à Mahamadou Touré. Parce que c'est lui. On va parler de l'accord pour l'appel à la réconciliation nationale. Si votre candidat parvenait à être élu président de la République, qu'est-ce que vous allez faire de cet accord? D'abord, depuis le premier jour, nous avons dit que l'accord est un acquis. Qu'il a été fait sous Ibeka, mais que c'est un acquis, que c'est une étape importante de la quête de paix. Mais ça n'a pas toujours été le cas de votre candidat, monsieur. Monsieur, il a toujours dit que c'était un acquis. Vous savez, le jour où on signait l'accord en juillet 2015, il était en Afrique du Sud. Il a interrompu les travaux du Parlement, sa participation aux travaux du Parlement africain pour venir être là, dans la salle du Palais des Congrès de Bamako, pour être témoin de cet acte historique important. Donc pour lui, l'accord est important. C'est une importante étape en vue de la paix et de la stabilité au Mali. D'ailleurs, notez le nom de l'accord. Ce n'est pas l'accord de la paix, c'est l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Cela veut dire que nous serons dans une dynamique. Nous allons associer le maximum de Maliens à l'appropriation de l'accord, en vue d'en faciliter la mise en œuvre. C'est ça qu'il dit. Quand il dit qu'il faut l'appliquer de bonne foi, réaliser son projet pour le Mali, il dit qu'il faut l'appliquer de bonne foi. Donc ça veut dire qu'il considère l'accord pour la paix et pour la réconciliation nationale comme étant quelque chose d'important pour ramener la paix et la sécurité. Votre candidat a quand même eu des positions un peu ambiguës sur cet accord. Tantôt, c'est un acquis, tantôt, il ne faut pas l'appliquer parce que ça met le Mali peut-être en position de faiblesse. Il n'a jamais dit qu'il ne faut pas l'appliquer. M. Tchèblin Dramé, est-ce que votre candidat, réellement, parlons sérieusement, est-ce que ce ne sont pas les sanctions des Nations Unies qui concernent tous ceux qui vont s'opposer à l'application de cet accord qui vous ont amené finalement à lâcher du lest? Non mais franchement, vous croyez ce que vous dites? Vous croyez que notre attachement à la paix par la voie démocratique, par le dialogue, résulte des menaces venues de l'extérieur? Mais non, voyons. Nous parlons de l'accord et non de votre attachement à la paix. Mais cet accord seul ne suffirait pas à faire la paix au Mali. Mais bien sûr, mais l'accord, c'est pourquoi nous le considérons comme une étape importante vers la paix. Et nous l'avons dit dès le premier jour, que c'est une étape importante vers la paix, mais qu'il est important que les Maliens se l'approprient. Il est important qu'il soit soutenu par les Maliens pour en faciliter la mise en œuvre. Donc, je réponds à votre question. Est-ce que les menaces de sanctions ne s'adressent pas à nous? Personnellement, est-ce que vous avez entrepris des démarches pour que tous les Maliens, les citoyens lambda, connaissent en profondeur cet accord? Puisque même certains membres du gouvernement, certains hommes politiques ne l'ont pas lu entièrement. Je vais vous répondre à votre question. Merci beaucoup de nous avoir donné l'occasion de rappeler que nous avons, Soumaïla Cissé, moi, d'autres, nous avons organisé une rencontre au CICB, au Palais des Congrès de Bamako, avec tous les chefs politico-militaires des mouvements du Nord, signataires de l'accord. Avec, je dis bien,
tous les chefs politiques et militaires des mouvements du Nord. Nous l'avons fait d'ailleurs à l'époque en relation avec Boulkassoum Haïdara, qui dirigeait à l'époque le RPM, qui est un homme de très grande sagesse, de très grande valeur, qui avait compris que ce pays avait besoin de se parler. Nous lui avons proposé, faisons-le ensemble. Invitons les forces vives du pays. Nous avons justement invité les opérateurs économiques, le CNPM, la Chambre de commerce, les commerçants. Le gouvernement malien n'a-t-il pas fait la même chose? Il y a le comité de suivi de l'accord qui se réunit pratiquement plusieurs fois. Alors, laissez-moi, M. Touré, expliquer un peu d'histoire. Parce que vous parlez de réunion là. Non, mais s'il vous plaît, non, je parle d'une initiative importante qui a été sans lendemain. Parce que les tenants, votre initiative importante a été sans lendemain parce que les tenants du régime l'ont sabordé. Ils ont tout fait. Et nous avons dit ce jour-là, vous voyez... Les tenants du régime ne semblent pas vous aimer à vous entendre parler. Mais bien sûr, ils l'ont sabordé. Parce que vous êtes en train de dire que tout ce que le gouvernement malien a fait jusqu'à ce stade n'est pas bon. Pourtant, vous dites que nous avons un bon accord pour la paix et la réconciliation nationale. Mais si vous ne me laissez pas parler, je crois que là, si vous ne me laissez pas parler, mon Dieu, vous allez saborder cette émission. Il est important que je puisse expliquer. Parce que si vous m'interrompez à toutes les 30 secondes... Vous conviendrez avec moi qu'il n'y aura pas... Mais non, mais vous ne cherchez pas à comprendre. Vous créez et vous allez faire dérailler cette émission si vous continuez. Je vous en prie. Alors, donc, je suis en train d'expliquer. Il a demandé concrètement qu'est-ce que l'opposition, en tant qu'opposant, vous avez fait. Je suis en train de vous parler d'une initiative extrêmement importante en février 2016 de l'opposition qu'on a soumise à Boulkassoum Haïdara, président du RPM et de la majorité présidentielle. Et que nous avons réuni tous les chefs politiques et militaires des mouvements armés du Nord, signataires de l'accord de paix, toutes les forces vives du pays représentées à Bamako. Et ce jour-là, nous avons dit, ça c'est le dialogue intermalien en miniature. C'est ça qui n'a pas été fait à Alger. Et ça qui n'a pas été fait au lendemain d'Alger. C'est ça qu'il faut faire. Et tous ceux qui ont pris la parole ont salué cela. Malheureusement, quand on est sorti, comme ce gouvernement a peur des initiatives novatrices, ils ont multiplié les obstacles. Il n'y a pas eu de lendemain. Sinon, nous serions très avancés aujourd'hui. Cela veut dire quoi? Que c'est ceux qui sont aux commandes qu'il faut prendre des initiatives. Les nôtres, ils sont aux commandes, ils n'ont pas d'idées, ça c'est connu. Vous avez beau vouloir les défendre, vous reconnaîtrez qu'ils n'ont pas d'idées. Mais vous ne défendons personne, nous posons des questions. Quand le Mali est en position de faiblesse. C'est vrai, mais cette position de faiblesse est due à quoi? Au manque de leadership du Mali, aux tergiversations de ceux qui ont dirigé ce pays pendant 5 ans. Mais si vous approuvez cela, vous... C'est quoi? Mais c'est un engagement pris au nom de notre pays. Nous sommes des hommes d'État, nous sommes sérieux. Vous l'acceptez et maintenant vous retirez. Engagement pris au nom de notre pays pour faire la paix, donc nous le prenons. Mais nous l'avons considéré comme étant un acquis. Nous disons, nous nous engageons, Soumaïla Cissé l'a dit, il s'engage à l'appliquer de bonne foi, en élargissant les bases du consensus national pour qu'il y ait la paix et la réconciliation dans notre pays. Écoutez, vous croyez que nous serions vraiment des hommes d'État sérieux si nous venons dire non, le président Ibeka, quels que soient ses défauts, quelles que soient les erreurs, les fautes qu'il a commises, nous allons remettre en cause les engagements qu'il a pris au nom du Mali? Non. Nous allons assumer ce qu'il a pris comme engagement au nom du Mali. Et nous allons faire en sorte que ça marche pour notre pays par une démarche novatrice, par une vision, par la compétence sans laquelle tout cela est impossible. Si votre candidat devenait président de la République, quelle relation allez-vous garder avec l'Algérie? La paix au Mali ne peut pas se faire sans l'implication de l'Algérie. Nous allons maintenir et développer les relations fraternelles avec tous nos voisins, y compris l'Algérie. Même ceux qui servent de base arrière à des groupes djihadistes? Nous allons entretenir... Vous avez posé la question de l'Algérie? Oui. L'Algérie et le Mali ont des relations très anciennes qui relèvent quelquefois de l'affectif. Parce que cette relation ne doit pas occulter les vrais sujets. Le peuple malien, avec son gouvernement d'alors, a été présent aux côtés de l'Algérie quand elle se battait pour son indépendance. Ça nous a coûté ce que ça nous a coûté à notre pays. Cela veut dire que nos relations avec l'Algérie plongent leurs racines. Mais nous avons un autre pays qui n'est pas directement voisin, avec lequel nous avons des relations anciennes, séculaires, c'est le Maroc. Nous allons maintenir
entretenir, développer les relations humaines, culturelles, politiques, économiques que nous avons avec cet autre grand pays du Maghreb. C'est-à-dire, le Mali avec nous, ça ne sera pas je vais être avec l'Algérie contre le Maroc, ou je vais être avec le Maroc contre l'Algérie. Non, le Mali n'est le Mali que quand il sait entretenir les meilleures relations avec tous ses voisins. Ce pays est un pays de rencontre, un pays passerelle. D'accord. Le Mali doit rester aiguille. Qu'est-ce que Soumaïla Cissé va offrir aux pauvres? Vous avez parlé tout de suite des grandes entreprises, vous avez parlé des banques, vous avez parlé de la sécurité, mais aux pauvres Maliens, qu'est-ce que Soumaïla Cissé va leur offrir? D'abord, vous croyez que quand il va supprimer dans quelques semaines la TDRL, vous croyez que ça, ce n'est pas une mesure qui va profiter aux pauvres du Mali? Quand il va supprimer dans quelques semaines la taxe sur le bétail qui pénalise les pauvres, j'allais même pas dire éleveurs, les pauvres propriétaires de bétail, vous croyez que ça n'a pas d'effet sur eux? Quand il va supprimer la vignette, vous croyez que ce n'est pas un plus pour ceux qui sont obligés de payer la vignette? Ce n'est pas seulement cela. Quand il va faire en sorte que l'économie démarre, que le secteur privé retrouve ses marques, qu'il y a un peu plus de prospérité, vous croyez que c'est là, les pauvres n'en profiteront pas? Ce n'est pas les pauvres qui se retrouvent dans le secteur privé, dans les grandes entreprises. Mais quand il y a une prospérité générale, quand la situation économique qui s'améliore... va profiter aux riches qui vont devenir super riches et les pauvres qui risquent de devenir encore plus pauvres. Allez dire ça à ceux qui ont applaudi la suppression de la taxe sur le bétail. Allez dire ça à ceux qui ont... En leur disant également qu'ils vont commencer à payer normalement leur impôt. Mais attends, l'impôt per capita a été supprimé depuis très longtemps. Mais c'est vous qui dites que les pauvres payent normalement leurs impôts. Je crois que je vais demander à notre jeune camarade Étienne de vous donner des cours d'économie après cette émission-là, pour que vous puissiez comprendre. Parce que je crois que vous ne comprenez pas de ce n'est pas le lieu. Il nous reste 3 minutes. 3 minutes pour terminer ce débat. Oui, vraiment 3 minutes, puisque c'est 45 minutes. Okay. Alors, si votre candidat Soumaïla Cissé est élu président de la République, quelles vont être les 3 premières grandes décisions qu'il va prendre en tant que chef d'État? Il va, tout de suite après avoir presté serment, il va se rendre à la Cour suprême pour faire sa déclaration solennelle et publique des biens, conformément à la Constitution. Parce que vous savez, c'est un républicain. Il est attaché à la Constitution. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Suivez mon regard. N'est-ce pas? Première décision, c'est ce qu'il va faire. Et il va s'atteler à mettre en place un gouvernement de redressement national pour sauver le Mali. Je dis bien un gouvernement de redressement national pour sauver le Mali. Et ce gouvernement va refléter la diversité de notre pays et de notre peuple. Ce gouvernement va refléter la soif de changement, d'alternance, de rupture avec la gouvernance chaotique que nous avons connue ces dernières années. Et la troisième? Et la troisième mesure, il fera en sorte que les engagements internationaux du Mali soient respectés. Que les engagements pris par Une question tout à fait personnelle qui ne concerne pas Soumaïla Cissé. Serez-vous le futur Premier ministre de Soumaïla Cissé s'il était le président de la République? Ce n'est pas une question qui est importante pour nous. D'accord. Qu'est-ce qui différencie Soumaïla Cissé des autres candidats? Je vous assure. Pourquoi vous l'avez soutenu? Je rappelle que vous êtes un homme politique. Je vous assure que Soumaïla Cissé et moi, nous n'avons pas discuté de cette question et des questions de ce genre. Parce que ce qui est important pour nous, vous êtes en train de dire que vous n'avez pas discuté avec Soumaïla Cissé, candidat à la présidentielle, que vous soutenez de la façon dont il va gérer le Mali quand il sera élu président. Vous êtes en train de le soutenir. La façon dont il va gérer le Mali. En tout cas, parce qu'il va mettre en place ce que nous avons discuté, M. Touré, ce que nous avons discuté, c'est qu'il va faire sa déclaration de biens. D'accord. C'est qu'il va tenir la famille hors des affaires du pays. La mise en place du gouvernement, vous n'en avez pas discuté. Mais non, c'est pas important. C'est important, mais à chaque chose son temps. Chaque chose en son temps. D'accord. N'est-ce pas? Nous permettre. Ce qui est important pour nous, c'est comment débarrasser le Mali de ceux qui le dirigent depuis 5 ans et qui nous amènent à la catastrophe. Et c'est ça qui motive tous ceux qui ont soutenu Soumaïla Cissé. Je peux vous dire que vous avez vu l'immensité de ces soutiens. La question que vous posez n'a pas été abordée, n'a été abordée avec aucun de ces soutiens. Merci d'avoir répondu à nos questions puisque nous sommes à la fin de cette émission. J'espère qu'on a l'occasion de vous retrouver dans d'autres formats.
Mesdames, Messieurs, voilà, c'est la fin de ce grand dialogue qui recevait M. Thiemblé Dramé, représentant le candidat Soumaïla Cissé. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos radios et télévisions partenaires. Très belle soirée, à demain. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.